Hey, tu t'es déjà demandé quelle était ta marque de fabrique, ton petit truc en plus? Et ben là, on va découvrir qu'est-ce qui a permis justement à Coco Chanel de devenir la créatrice la plus iconique du monde, mais surtout la plus copiée du monde. Donc c'est maintenant et tout de suite pour le nouvel épisode des Audacieux. Bienvenue dans le troisième épisode des Audacieux, c'est Delphine de la chaîne Les Acajou. Un petit rappel de ce que c'est le concept des vidéos des Audacieuses, c'est tout simplement un portrait d'une femme d'hier ou d'aujourd'hui qui a su marquer son temps à sa façon. On essaie de comprendre les étapes qui ont fait qu'elles ont pu réussir et comment toi tu peux les appliquer à ta propre vie pour réaliser tes rêves ou en tout cas réussir à ta façon. Je vous dirai, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. On peut considérer Chanel comme le symbole de l'élégance dans le monde, l'élégance à la française dans le monde. Bon, je vais pas t'apprendre qu'est-ce que c'est Chanel. Tout le monde connaît Chanel, surtout si t'es française. Je pense que Chanel, je sais plus ou moins ce que c'était en maternelle, donc on va plutôt se concentrer sur la personne qui a créé Chanel. On va mieux comprendre dans son parcours de vie comment elle a fait pour passer de couturière lambda, de couturière pauvre lambda, à une des premières girl boss du XXe siècle. Donc en 1883, Gabrielle Chanel voit le jour et en fait elle est issue d'une famille de marchands forains, des personnes assez modestes qui sont constamment sur la route. Donc lorsque Gabrielle a 12 ans, donc en 1895, sa mère meurt à seulement 33 ans. Enfin, si vous imaginez un petit peu, d'épuisement à cause de ses grossesses successives, elle attrape la tuberculose et lorsque sa mère meurt, son père décide de les abandonner, tout simplement parce que son père c'est un homme qui va avoir beaucoup ailleurs, donc du coup il était jamais à la maison, il trompait énormément sa mère, etc. Et comme c'était un marchand ambulant, bah, il est toujours dehors en fait, toujours en vadrouille. Donc il avait pas forcément envie d'avoir des enfants sur son dos. Donc Gabrielle et sa sœur vont dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs. L'orphelinat, elle va apprendre la couture. Parce qu'à cette époque-là, les femmes avaient vraiment des activités qu'on leur apprenait, comment faire la cuisine, comment faire le ménage, comment faire la couture. Enfin, c'est vraiment les activités d'une femme au foyer. De toute cette période rude et austère, elle en a retiré beaucoup d'inspiration malgré elle, à travers le style épuré et rigoureux de l'architecture de cet orphelinat. Les uniformes des pensionnaires aussi, ça l'a beaucoup inspiré, le fait que ça soit des couleurs neutres, le fait que ça soit beige, que ça soit gris, que ça soit noir. Vraiment ce côté strict et ce côté hyper épuré qu'on a pu retrouver un peu dans la ligne Chanel les années après. Donc voilà, à 18 ans, elle sort de l'orphelinat. La seule chose qu'elle sait faire, c'est la couture. Du coup, elle est recrutée par un institut qui s'appelle l'Institut Notre-Dame. Elle approfondit vraiment ses compétences de couturière et de couseuse en faisant des choses hyper compliquées au niveau de la dentelle, le tissu, les coupes, etc. Donc là, je pense que son talent s'est vraiment dessiné là, en tout cas son talent technique. Plusieurs années passées à faire ça, c'est-à-dire de ses 18 ans à ses 23 ans, en fait, elle décide qu'elle ne veut pas faire que ça de sa vie et qu'elle a besoin de prendre plus de risques ou en tout cas essayer des choses nouvelles, changer sa condition sociale. Lors d'un voyage chez son oncle à Vichy, elle décide de chanter et de se représenter dans un qu'on appelait un beuglant. Il y avait un côté café-théâtre et cabaret en fait, où les femmes venaient chanter, venaient danser un petit peu devant les hommes. Dans ces spectacles-là, elle chante une chanson un peu de manière récurrente qui s'appelle « Qui a vu Coco dans Trocadéro ?» Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans Trocadéro, Coco dans Trocadéro. Le terme Coco lui est resté à travers cette chanson parce qu'elle l'a chantait tous les soirs. C'est là que Gabrielle devient Coco et que Coco devient Coco Chanel.
Et donc en fait, Gabrielle, qui est très courtisée par la gente masculine, juste rencontré le riche Étienne Balzan, donc, qui était officier et qui a pris un petit peu sa retraite de l'armée pour pouvoir s'occuper de ses chevaux, ils vont devenir amants. Cet homme-là, Étienne Balzan, possède un château pas très loin de Paris. Du coup, Coco va s'y installer, ou en tout cas va squatter au début. Elle va participer à plein de soirées un petit peu mondaines, carrément le contraire en fait de sa vie, tout simplement parce qu'elle a passé sa vie à faire couturière et à travailler le plus d'heures possible qu'elle peut avoir dans la journée, 7 jours sur 7, et vous avez ces personnages justement qui sont des riches héritiers qui s'amusent en fait toute la journée. Et donc en s'y installant, elle va mieux comprendre les codes de la bourgeoisie française, et donc ça va lui servir par la suite quand elle va monter sa maison de couture. À travers tous les amis de ce Étienne Balzan justement, elle va rencontrer Arthur Capel, donc c'est un Anglais qu'on surnomme Boy, et du coup ils vont totalement tomber amoureux tous les deux. Du coup ils vont vivre vraiment une passion fulgurante, une passion amoureuse fulgurante. On va vraiment se reconnaître en lui parce que lui c'est un self-made man, donc c'est vraiment un mec qui ne fait pas partie justement de cette bourgeoisie mais qui s'est fait lui-même et qui est devenu homme d'affaires. On comprend que Coco Chanel n'est pas du tout une femme comme les autres. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, dans les années début 1900, les femmes étaient extrêmement dépendantes des hommes. C'est-à-dire que la façon dont elles s'habillaient, la façon dont elles se comportaient, tout ce qu'elle faisait c'était en rapport avec les hommes, et lui il comprend que Coco Chanel n'est pas du tout comme ça. Enfin, elle s'habille vraiment comme un garçonnet, enfin, comme le style boyish qu'on peut mettre aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout à l'époque. C'était, enfin, on se demandait mais qu'est-ce qu'elle faisait en fait, on est vraiment à part en fait. On a l'impression que c'est une femme justement du 21e siècle qui est née au début du 20e siècle. Parce qu'elle fait les mêmes phases que nous on peut faire, par exemple prendre le t-shirt de notre mec, de prendre un jean boyfriend, bah en fait c'est un peu elle qui a inventé ce style-là. Bon, inutile de vous dire du coup que les femmes n'avaient pas le droit de posséder quoi que ce soit, il fallait toujours passer par un homme, que ce soit par leur père, par leur frère ou par leur mari. Coco a commencé vraiment à travailler sur ses chapeaux, parce qu'en fait quand elle était chez Étienne Balzan, dans le château justement, elle s'est liée d'amitié avec des amies féminines à lui, tout simplement parce qu'elles ont remarqué un petit peu son style particulier et elles voulaient avoir le même type de chapeau, parce qu'à l'époque toutes les femmes avaient des chapeaux avec des grandes plumes, avec beaucoup de choses. En fait elles avaient vraiment un truc énorme sur la tête, une sorte de meringue sur la tête. Et en fait elle, Coco, n'aimait pas du tout ce style, elle aimait vraiment le style épuré, elle aimait les choses simples et bien coupées. Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Elle a commencé à les vendre, elle a commencé à les proposer, et de fil en aiguille, en fait, elle s'est fait connaître dans ce milieu-là. Et à ce moment-là, et ben, son amant, justement, Boy, lui a proposé d'ouvrir sa propre maison de couture, sauf que Coco n'a pas d'argent, Coco est une femme, donc lui il décide de lui prêter cet argent-là pour qu'elle puisse ouvrir sa boutique. Et donc elle ouvre sa première boutique parisienne en 1909 sur le boulevard Malesherbes. Son talent et ses compétences qu'elle a pu développer justement dans l'atelier de couture à l'orphelinat ou alors à l'institut où elle était, c'est vraiment ça qui lui a permis d'avoir une technique irréprochable. Ce qu'il faut savoir chez Coco, c'est qu'elle ne supporte pas la mode de l'époque, parce qu'à l'époque les femmes étaient comme des sapins de Noël, c'est-à-dire qu'elles avaient beaucoup de choses sur leur robe, beaucoup de perles, beaucoup de chaînes, beaucoup de plumes, beaucoup de... Enfin, c'était extravagant en fait pour l'époque. Alors elle a sorti l'argenterie. T'as vu, elle est tellement serrée qu'elle va se couper en deux. Elle était complètement à contre-pied de ce style-là. Et d'ailleurs, comme vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment le style Coco Chanel qui l'a emporté. La mode de ces 10 dernières années a été très souvent excentrique. Y a-t-il des excentricités que vous tolérez? Je n'ai pas trouvé la mode excentrique, je l'ai trouvée extravagante, ce qui n'est pas la même chose. Je n'aime pas l'extravagance. Et donc, à cette époque-là, en fait, début 1900, vous savez qu'il y a la Première Guerre mondiale qui pointe le bout de son nez, entre 1914 et 1918. Pour une créatrice comme Coco Chanel,
les tissus se font vraiment très rares. Et du coup, pour continuer à créer des choses, elle va utiliser des tissus pas forcément nobles à première vue. Par exemple, le jersey, qui venait un petit peu des vêtements de sport anglais pour les hommes. Elle va vraiment l'utiliser pour les femmes. Et elle va créer des pièces simples, confortables et sobres pour créer la fameuse marinière. Et inutile de vous dire que c'est un franc succès parce que jusqu'à maintenant on continue à mettre des marinières. La rayure va devenir luxueuse en fait parce qu'à l'époque c'était vraiment les marins. Donc les marins c'est pas des personnes qui faisaient partie de la haute société, c'est vraiment considéré comme des ouvriers. Donc ces tenues là personne n'allait les mettre, c'était pas... on n'allait pas s'identifier à des marins, c'était mal vu. Donc le fait que la rayure soit relevée par Coco Chanel, c'était quelque chose d'extrêmement innovant. Et le fait justement qu'elle redessine la silhouette de la femme, qu'elle mette des vêtements beaucoup plus confortables, avec moins de maintien, en enlevant les corsets notamment, elle va vraiment créer cette silhouette neuve et ça va être vraiment sa marque de fabrique. Donc à 38 ans en 1921, elle crée son premier parfum. C'est la première créatrice de mode qui crée son parfum. C'est le Chanel numéro 5. Vous voyez sur un parfum toujours à son image, c'est-à-dire épuré, géométrique. Ça c'est parfait. J'ai aussi un très joli parme dans le même tissu qui mettrait plus votre teint en valeur. Non, il n'y a que le noir qui fait ressortir les yeux. Le fait qu'elle s'habille en noir, ça c'était quelque chose d'extrêmement bizarre à l'époque parce que le noir c'était considéré que pour le deuil. Donc quand on prend un peu notre époque aujourd'hui, on se dit mais attends, enfin tout le monde s'habille en noir tout le temps, le noir c'est stylé. Donc en 1926, à ses 43 ans, elle crée la fameuse petite robe noire qu'on connaît toutes aujourd'hui et qui est devenue un classique dans toutes les garde-robes, même dans toutes les marques du monde. Et c'est Coco Chanel qui a mis ça en place. Pendant toutes ces années, Chanel a continué à repousser un petit peu les codes, repousser les limites. Dans les années 50, où Christian Dior est arrivé, qui a rapporté un petit peu ce côté que Coco Chanel avait enlevé à la garde-robe féminine, c'est-à-dire avec des robes avec beaucoup de maintien. Elle va contrer la mode de l'époque. Elle va créer son fameux tailleur en tweed avec les petites perles, le sac qu'on connaît toutes et qu'on porte toutes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc avec la chaîne dorée, la petite pochette comme ça matelassée et les petits talons noirs et blancs qui sont bien connus de Chanel. Enfin, tout ça pour vous dire que Coco Chanel, elle a vraiment créé des classiques qu'on utilise encore aujourd'hui, dont tout le monde s'inspire, tout le monde copie. C'est vraiment devenu une référence un petit peu comme un Picasso ou un Michel-Ange en fait. Le fait que ça soit simple, le fait que ça soit élégant et bien coupé. Ça c'est vraiment l'élégance à la française. J'ai créé moi personnellement un style, autrement je ne m'en sortirais pas. S'il fallait que toutes les semaines j'invente quelque chose de nouveau, c'est pas possible. On finit par inventer des choses très laides à la fin. Pour conclure un petit peu sur cette vidéo des audacieuses sur Coco Chanel, je vais vous parler un petit peu plus de ses caractéristiques. Sa première caractéristique, elle a su faire évoluer sa condition sociale. Elle est orpheline, elle est pauvre, elle connaît personne, elle fait pas du tout partie du milieu bourgeois qu'elle a pu rejoindre après. Tout ce qu'elle sait faire, c'est coudre des vêtements et elle a son propre style, c'est-à-dire qu'elle se démarque un petit peu des autres. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a vraiment créé ses opportunités en fait. Donc c'est important de garder à l'esprit que toi aussi, si tu ne fais pas partie d'un milieu particulier, si tu ne connais personne, par exemple si tu veux travailler dans la mode, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toi aussi tu peux faire partie de ce milieu-là. Tout ce dont tu as besoin, c'est des compétences et le fait de vouloir prendre des risques et de pas avoir peur en fait des nouveautés. Donc en deux, c'est vraiment une femme qui a pu prendre son époque en main. En fait, ses défauts ont été sa force. C'est-à-dire que son premier défaut, justement, comme je te disais juste avant, c'est qu'elle était pauvre, qu'elle connaissait personne et qu'elle était une femme. Elle avait rien à perdre, donc du coup, elle a vraiment utilisé ça comme une force, donc elle n'avait pas peur de prendre des risques. En fait, toi, ce que tu peux faire, c'est vraiment puiser dans tes références, puiser dans ton vécu, puiser dans ton expérience de vie. Connaître ses origines et les assumer, ça permet vraiment de savoir là d'où l'on vient pour pouvoir savoir là où on va, en fait. En 3, comme tu l'as compris, c'était une femme libre et une femme féministe avant l'heure. Elle a su utiliser les hommes à son avantage. Parce que, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo, mais une femme ne pouvait rien faire sans les hommes. Donc ce qu'elle a pu faire, au lieu d'être compressée, d'être contrôlée par les hommes, elle a pu utiliser leur fortune, leur entourage, la fortune de son amant qui lui a permis d'ouvrir sa boutique, l'entourage du Étienne Balsan qu'elle a pu rencontrer lorsqu'elle chantait, et elle a pu utiliser aussi leur garde-robe masculine, parce que lorsqu'elle était chez Étienne Balsan dans son château,
elle volait un petit peu ses chemises, ses vestes, etc. Et elle a pu vraiment créer son style un petit peu garçonnet, boyish. Et donc en 4, elle a toujours fait en sorte de rester elle-même au risque de devenir démodée ou au risque d'être détestée par son entourage, en tout cas les gens qu'elle côtoyait. Et c'est pour ça qu'on la considère comme avant-gardiste, intemporelle, parce qu'elle était elle-même. Elle n'a pas cherché à coller à son époque, elle n'a pas cherché à être le clone de tel ou tel créateur. En fait, ce qu'elle a créé, c'est un petit peu contrasté. Elle a toujours voulu être non conformiste, donc ne pas se conformer forcément à la masse ou à ce qui se faisait, mais en même temps, elle a su créer des basiques qu'on utilise aujourd'hui et qui font justement partie de la masse. Donc c'est assez perturbant. Enfin, pour résumer, à travers ce 4e point, c'est que toi, il faut vraiment que tu restes toi-même. Et c'est vrai, si tu veux travailler dans la mode, garde quand même ta personnalité. Essaye pas d'être le clone de telle ou telle fille, de telle ou telle blogueuse ou je sais pas quoi. Reste toi-même en faisant ce que tu sais faire en fait. C'est vraiment ça je pense la conclusion de cet épisode sur Coco Chanel, c'est vraiment de rester soi-même et de faire ce pourquoi on est faite en fait, de trouver sa voie. Donc merci d'avoir regardé ce 3e épisode des Audacieuses qui était sur Coco Chanel, plus particulièrement sur Gabrielle Chanel. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que toi aussi tu pourras partager cette vidéo si ça peut plaire à tes amis, à tes sœurs, à tes cousines, à ta mère, à ta grand-mère, à ta tante, je ne sais pas. Voilà, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode des Audacieuses. Salut! Je ne connais rien de plus vieillissant que d'essayer de se rajeunir, voyez-vous. C'est la chose la plus bête qui puisse arriver à une femme. C'est de penser à ça et de se dire si j'ai un pantalon, j'aurai l'air plus jeune que si j'ai une jupe. Enfin, c'est une sottise noire.